Nous sommes au château de Pierrefonds, plus précisément sur l'aile ouest du château, qui est l'aile qu'on appelle l'aile des Preuses, reconstruite par Viollet-le-Duc entre 1864 et 1869. Nous sommes vraiment au niveau du faîtage, à peu près 40 mètres d'altitude par rapport au sol du contrebas de la ville. Et vous découvrez en ce moment une phase de chantier et un peu plus bas derrière moi, vous apercevez la ligne de faîtage qui a été déposée et qui comportait avant ces travaux une très importante crête en plomb de près de 2 mètres de haut. Tout ça a été déposé évidemment puisque c'était le moment de refaire cette toiture qui commençait à présenter des désordres assez importants. Il a été décidé avec l'État et le Centre des Monuments Nationaux d'engager une grande campagne de restauration et c'est dans le cadre de cette campagne que cette crête de faîtage a été déposée et transportée en atelier pour être restaurée. Actuellement, nous sommes dans les ateliers de l'entreprise Lebras Frères à Jarny. Moi, je suis sur la restauration des crêtes de faîtage. C'est assez conséquent en crêtes de faîtage et en fleurons. On a 42 pièces qui pèsent chacune 150 kg. Cette crête de faîtage donc, a été inventée, dessinée par Viollet-le-Duc. Quelques années après celle qu'il a mise en place à Notre-Dame, elle est due à la maison Mesureur et Mauduit, qui était vraiment l'ornementaliste en plomb principal de tout Paris. Il a fait les œuvres majeures de l'époque, notamment sous le Second Empire. Et c'est un ouvrage qui est conçu en plomb moulé, c'est-à-dire qu'il a fait une épreuve en plâtre et il a moulé son plomb dessus une fois, il l'a moulé 2 fois et ensuite il a rejoint les 2 coques pour les souder l'une à l'autre avec de l'étain. Et en les soudant, évidemment, il a intégré à l'intérieur de ces 2 coques une ossature métallique qui fait évidemment que ce plomb se tient. Sinon, je pense qu'on aurait quelque chose de totalement déformé, ce qui n'était pas vraiment en fait. Le plomb était usé, les soudures ouvertes, quelques déchirures, mais pas d'affaissement. Ça, il a été bien conçu de ce point de vue. Pour la restauration des ornements, on prend nos ornements. On a déjà fait un rapport photographique pour l'architecte. Les pièces, elles sont sablées. Le sablage sert à nettoyer les pièces de toutes les impuretés, lichen, toutes les cochonneries du temps, quoi. Et faire apparaître les endroits qu'on n'a pas pu voir à l'œil nu. On répare tout ce qui est fissures à l'étain, tous les impacts du temps, les craquures, tout ce qui a lâché sur les ornements, pour que ça dure dans le temps, quoi. Tout ça nécessite une connaissance parfaite des plombs. Et là, il fallait travailler avec une entreprise qui avait l'habitude de travailler le plomb, en restauration surtout. Comment est-ce qu'on travaille un plomb qui a 150 ans, qui s'est un peu durci, etc. Il faut vraiment être couvreur, plombier, ornementaliste pour pouvoir gérer ce genre de choses. Alors on a rebouché un trou qui est situé sur du plomb. Donc on l'a rebouché à l'acétylène et oxygène. Soudure plomb sur du plomb. Alors les ornements de Pierrefonds, c'est des ornements en plomb, mais qui ont été assemblés et restaurés plusieurs fois déjà par le passé à l'étain. Donc une restauration à l'étain, ça engendre beaucoup plus de fragilité et ça fait qu'on doit continuer à le restaurer de cette façon. On ne peut pas utiliser de techniques modernes de soudure par exemple à l'oxygène acétylène comme on peut faire ailleurs. Ici on doit rester à l'étain. Et on a effectué une deuxième soudure qui était située à cet endroit ici. Donc on appelle ça une soudure goutile. On utilise de la stéarine et de l'étain qu'on vient chauffer sur le plomb et la partie d'étain qui est déjà existante. On vient rapporter de l'étain dessus et on vient lisser la soudure avec une lingette goutile. Alors on utilise des râpes à bois, comme celle-ci, pour aller sur les endroits les plus accessibles, bien plats et dégrossir au maximum. Et on utilise des
râpes de sculpture pour aller dans les endroits un peu plus compliqués à accéder avec ces grosses râpes à bois. C'est des outils qui ont des années. Et on utilise aussi ce genre d'outils. C'est une râpe à plate normalement qu'on utilise, mais nous on l'utilise pour le plomb. Quand on vient à râper une partie qu'on vient de restaurer, le geste et puis la façon d'appuyer ou l'intensité qu'on va mettre dessus, elle vient toute seule. On le sent sous la râpe, la partie d'étain ou de plomb qui s'en vont avec nos coups de râpe, et on sait si on doit appuyer un peu plus ou un peu moins. Alors là, je viens de gratter toutes les traces de lime et de râpe avec de la laine d'acier. C'est la première fois depuis la fin des travaux de Eugène Viollet-le-Duc, c'est-à-dire en 1869, qu'on engage des travaux de restauration. Donc on découvre la façon de mettre en œuvre. Il y avait une documentation assez riche quand même, mais malgré tout, la découverte est fabuleuse puisqu'on réouvre l'édifice, on redécouvre les modes de fixation qui étaient déjà un peu imagés, mais pas tout à fait comprises. Donc aujourd'hui, on arrive sur une des dernières étapes du chantier, la pose du faîtage et de son ornementation. Donc c'est des ornements qui viennent de nos ateliers, qui ont été restaurés et qu'on reçoit ici aujourd'hui. Donc la première étape, ça va être de poser les ferrailles qui supportent les ornements. Ensuite, on va cintrer et poser des plaques de plomb qui vont habiller le bois du faîtage. La dernière étape, ça va être de poser les ornements. Donc les ornements, on vient les clipser sur les ferrailles qu'on a posées au préalable. Et ensuite, il suffit de les enquiller dedans et c'est tout, quoi. Alors les plus grosses pièces font environ 1,20 m par 1,20 m. C'est pas évident à poser puisqu'ils sont quand même assez lourds. Les plus gros pèsent environ 130 kg. Donc pour nous aider, on a un pont roulant qui est quand même un sacré outil. La pose de l'ornementation et du plomb, c'est sur du bois qui n'a pas été changé, donc c'est du bois d'origine pour la plupart. Donc il faut s'adapter et prendre en compte la vieillesse du matériau. Et le plomb, pour les ornements, c'est pareil, les ferrailles sont d'origine, les ornements sont d'origine, on n'en a pas refondu. Donc c'est vraiment de la restauration entièrement. Et donc ça demande du soin et de l'adaptation, quoi. Ici, en termes de technicité et de savoir-faire particulier, ça va vraiment autour du plomb. Puisqu'il faut apprendre à le battre, à le souder. Donc que ce soit la soudure à l'oxyflamme ou alors à l'étain. Dans les deux cas, c'est un savoir-faire différent. Et c'est vraiment un geste qu'on va retrouver principalement dans le monument historique. Dans la toiture traditionnelle, le plomb est assez peu utilisé finalement. Le métier de couvreur, plombier et même ornemaniste en plomb, c'est pratiquement disparu et on n'est plus beaucoup à faire ça. De façon générale, que ce soit sur la couverture, sur la maçonnerie ou pour les questions de peinture, ce sont des gestes anciens qu'on perpétue à chaque fois. Ce chantier a été emblématique de ce point de vue-là, mais on pourrait avoir cette réflexion en fait sur l'ensemble de nos chantiers de restauration de monuments historiques qui sont là pour perpétrer des gestes et les communiquer et faire en sorte que le personnel, le jeune personnel, les apprentis réapprennent ces gestes et les restituent. C'est important.